âme jumelle. C'était quoi? Eh bien, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les âmes jumelles. Tout ce qu'il faut savoir dans l'univers. Donc c'est quoi les âmes jumelles? C'est genre les potes que tu retrouves d'une vie à l'autre? Un amour, un amour inconditionnel. Voilà, et puis c'est très difficile à vivre parce qu'il y a plein de choses, je pense que ça... Ah, d'accord, c'est l'histoire d'amour de merde en fait. D'accord, vu en mode des explications. C'est ce que j'ai compris en fait. Ah merde, j'ai pas de tête encore, j'ai pas pensé à ça. Bon. Ok, bonjour. Je suis ravie d'être ici avec vous. Je m'appelle Mahalia, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je remercie Leïla pour cette douce invitation. Elle m'a un petit peu mis au défi pour cet atelier. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, alors je ne vais pas trop bouger par rapport à la captation que je fais pour moi-même, donc vous ne serez pas filmé. C'est OK pour vous? On entendra peut-être juste vos questions à la rigueur, des trucs comme ça. Je vais vous parler pas très longtemps. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse vraiment des échanges de discussions, de questions. Je trouve ça plus cool que de m'écouter parler pendant 1 heure, moi ça me fait carrément chier, donc ça vous convient? Après on passe à la discussion. Ouais? Ok. Je vais pas essayer de vous expliquer le sens de l'univers en 10 minutes. Quoique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer mon chemin vers la spiritualité en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment j'y suis arrivée et à quoi ça me sert. Concrètement, ce qui doit à peu près correspondre au titre de la conférence, je crois. C'est ça, spiritualité réaliste, je crois. Donc moi, je suis née à Besançon, dans une famille française assez classique, donc catéchisme. Tout ça étant quand même parfaitement normal, tous les mercredis matins, bon c'était chiant, hein, personne n'a envie d'aller au caté en général, pour faire autre chose, mais voilà, catéchisme tous les mercredis matins, on m'explique des trucs. Je suis une assez bonne élève, donc j'écoute, je lis ce qu'on me dit de lire, je réfléchis, je trouve ça un peu bizarre quand même, hein, les modalités un peu de vocabulaire, un peu gnangnan tout rose, voilà, de Dieu, les enfants, machin, bon. La forme ne parle pas des masses, mais il y a quand même des trucs intéressants dans ce qu'on me raconte, ok. Et puis le truc déjà de... un peu le mode Père Noël, c'est-à-dire si tu fais pas ce qu'il faut, tu vas être puni. Je trouve ça chiant. Avec l'impression d'être surveillé constamment. Hein, le Dieu omniscient qui vous regarde et qui regarde ce que vous faites, et si vous faites bien, vous avez des récompenses, et si vous faites mal, vous êtes puni. Bon, ça, je trouve pas ça génial. Bon, je me dis, ok, c'est comme ça, c'est ce qu'on me donne, je prends, évidemment, à cet âge-là, on prend un petit peu comme ça. Et puis arrive, donc première communion avec... bon, là j'ai trouvé ça un peu cool, parce qu'il y avait un peu des fringues à mettre, j'avais des gants en dentelle blanche, je trouvais ça merveilleux, enfin voilà, j'avais des tartes au citron pour le dessert avec le dîner de ma famille, tout ça était très bien. Passe le temps un petit peu, et là, décès de mon grand-père adoré. Je devais avoir 8 ou 10 ans, je sais plus. Et là, mais alors là, rébellion totale. Comme quand on vous dit que le Père Noël n'existe pas. Vous m'avez menti, vous êtes tous des connards, tout ça c'est faux. Dieu est pas du tout gentil, bienveillant, machin. Une douleur intolérable pour un enfant, en fait, de perdre quelqu'un à qui on a un attachement profond. En plus, c'était quelqu'un avec qui, vous savez, des fois, il y a des gens de votre famille, c'est pas une question de génération, en fait. Il y a des rencontres comme ça qui se font, il y a des attachements très forts. Et donc là, c'est le divorce, quoi. Le divorce avec l'église, avec l'entrée dans l'adolescence, et puis un petit peu le truc qui va avec le rejet des codes et tout ça, le côté anticlérical, quoi. Tout ça, c'est de la merde. En plus, il n'y a pas de femmes prêtres, ils n'aiment pas les homos, c'est nul, tout ça. Donc, on prend tout ça, poubelle, on arrête d'aller à la messe de Noël, ça fait tout un foin, etc., etc. Rébellion des cousins, d'ailleurs, plusieurs pour des raisons différentes. Et donc, je prends la religion et je la jette, en fait. En faisant une confusion, parce que je ne m'étais pas vraiment posé la question à l'époque, une confusion quasi complète entre spiritualité et religion. Déjà, ça, est-ce que ça vous parle, la confusion entre spiritualité et religion? Okay. Donc je laisse ce système de croyance comme un truc auquel je n'appartiens plus. Après, je m'en sers parce que je fais des études littéraires, donc il y a quand même beaucoup de références aux textes anciens, etc. Donc je garde ça, mais je garde ça très très loin. Comme une grille de lecture, une modalité de lecture, d'interprétation de texte, mais voilà, qui m'appartient plus du tout. Néanmoins, j'ai quand même, une fois très clairement, il y en a certainement d'autres, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des espèces d'expériences métaphysiques, ça peut être quelques secondes en fait, c'est pas forcément quelque chose de très impactant sur le moment,
Mais je me souviens m'être regardée dans un miroir. Alors je vous invite à rentrer par contre pour le bruit du... Si vous pouvez laisser un tout petit passage, peut-être pour les gens qui rentrent, s'il y en a encore qui rentrent. Merci. Je me regarde dans un miroir et je me dis non mais il y a autre chose en fait. Derrière. Je me dis il y a autre chose derrière. Il y a plus que ça. Il y a plus que la réalité que je vois tous les jours. Et c'est une espèce de certitude absolue sur le coup. Et en fait c'est un épisode comme ça qui passe. Je laisse ça là, je me pose pas de questions, etc. Je fais ma vie, machin, ok. Je fais mes études. Donc je fais des études de droit, je fais de la criminologie, je fais de la psychiatrie. Donc je laisse encore une fois tous ces concepts de Dieu et de religion assez éloignés de mes considérations quotidiennes en tout cas. Et puis donc je travaille dans l'administration pénitentiaire pendant 8 ans et demi en tant que conseiller d'insertion et de probation. Donc j'accompagne des personnes placées sous main de justice. Là, j'ai beaucoup à faire avec les religions, puisque ce sont les codes qui correspondent au vécu des personnes que j'accompagne. Donc c'est vraiment des choses de connaître leur contexte. Donc moi j'appelle ça de la culture G, hein, de se renseigner sur les grandes religions, pourquoi, comment, les codes, etc. Toujours très très à distance. Et puis, un peu marre du cadre, du nombre de dossiers, de ce qu'on me demande de faire, j'entame une reconversion. Donc je fais un bilan de compétences accéléré. Je me forme au coaching en 2014. Et là, mon tout premier client, j'ai même pas fini ma formation de coach, mon tout premier client, assez vite me dit tiens, donc c'est un type qui avait vécu au Canada, donc qui était bien branché sur un certain nombre de trucs qui commencent à arriver en France tout doucement. Et il me dit tiens, tu devrais écouter ça, c'est un audiobook. Alors moi je lui dis tiens, c'est marrant, j'ai jamais écouté d'audiobook, c'est rigolo, je vais voir. Et c'était Une nouvelle terre d'Eckhart Tolle. Et là, grosse claque. Qui l'a lu? Ok, qui a lu d'autres trucs d'Eckhart Tolle? Ouais, ok. Bon. Et là, grosse claque. C'est-à-dire que j'entendais quelqu'un raconter des choses que j'avais pressenties de très très loin, en fait. Et ce type, pour moi, si vous voulez, c'était la révélation dans le sens où c'est quelqu'un qui a été capable de mettre des mots exacts. Et quand on le connaît un peu, c'est un type qui a une carrière universitaire, donc ça ne m'étonne pas finalement qu'il ait cette capacité d'utiliser la sémantique de manière tout à fait subtile. C'est un type qui met des mots sur des choses que j'avais pressenties. Mais pas intellectualisées, mais pressenties. Donc, première grande révélation, Eckhart Tolle. Ensuite, sur le chemin, je ne sais plus qui m'avait conseillé Conversation avec Dieu, Denis Donadouache, qui a... Ok. Ok. Donc pareil, alors pas tout, je sais pas si vous avez lu plusieurs ou juste le premier, parce que moi je trouve qu'à vraiment ça boucle un petit peu, puis des fois il parle dans des trucs un peu chelous sur la politique, les extraterrestres, donc c'était un peu moins mon truc, mais en tout cas sur le premier ouvrage, pareil, une énorme claque. Et la troisième grande étape, c'est d'avoir découvert d'abord les vidéos, et ensuite un bouquin de Frank Lobvet. Qui Frank Lobvet? Moins de monde, ouais. En fait, c'est rigolo parce que j'ai commencé par des ouvrages des auteurs qui étaient quand même assez éloignés, genre entre guillemets géographiquement, puis des gens inaccessibles, et puis petit à petit, j'arrive sur des personnes qui sont en France et qui sont un peu plus accessibles. Et en fait, à partir de ces trois grands ouvrages, et puis après, j'ai mis le nez dans Krishnamurti, enfin voilà, une fois qu'on met le bras dedans, c'est quand même un merveilleux engrenage. Et en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que j'avais le droit de construire le système de croyance qui me plaisait. Entièrement. Je prends des briques qui m'arrangent, qui me font marrer, qui me plaisent, que je trouve agréables, et je construis tout, petit à petit. Est-ce que ça, c'est déjà un truc que vous êtes autorisé à penser? Ça veut dire, je vais choisir des morceaux de croyances, et je vais construire la façon dont je veux voir l'univers. Ouais? Ok. Alors, je vais essayer de vous donner ma vision le plus simplement possible. Puis vous prendrez bien ce qui vous intéresse ou pas, puis après on en discute si vous voulez. Moi je crois, en tout cas je choisis de croire que il y a un truc, un tout, l'univers, Dieu, c'est pareil, qui s'ennuie ferme quoi. Il a tout en fait. Il a tout le temps, toujours, à tout jamais, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il a tout. Donc il dit ok d'accord.
on va pas rester comme ça, c'est chiant, je vais me découper en petits bouts et mettre ces petits bouts dans des formes pour pouvoir, moi, à travers tout ça, faire l'expérience de ce que nous on appelle la vie. Donc ces formes, ça peut être des humains, d'autres formes vivants, j'en sais rien, il faut un petit peu, des animaux, des plantes, et tout ce que vous voulez. Et à partir de là, tout ce qui se joue, c'est à la fois complètement vrai. Quand vous faites mal, vous avez mal, c'est pas du faux. Quand vous êtes malade, vous êtes malade, c'est pas du faux. Quand vous souffrez, vous souffrez. Et en même temps, au degré au-dessus, vous vous êtes mis d'accord avec d'autres âmes, si on veut appeler ça comme ça, pour jouer au jeu qu'est la vie. Donc tout ce qui arrive, absolument tout ce qui nous arrive, on peut choisir de croire que ça a un sens. Ça ne veut pas dire que si on s'enrhume, c'est pas parce qu'on était dans le courant d'air hier soir. Hein. Pour moi, les deux réalités fonctionnent en même temps. Je suis pas en train de dire, dès qu'il vous arrive un truc, déjà l'idée, c'est surtout pas de confondre ça avec la notion de faute. Hein. Je suis pas en train de dire, quand il vous arrive des trucs pourris, c'est de votre faute. C'est pas du tout mon propos. Par contre, on peut choisir de trouver du sens à tout ce qui nous arrive. C'est un petit peu différent. Ça vous parle, ça? Donc l'idée, c'est... quand il se passe des choses pas forcément agréables avec les gens, d'essayer de se rappeler qu'il y a un autre jeu derrière celui-là. Personnellement, je trouve que ça permet de prendre du recul, de prendre les choses un petit peu moins au premier degré, donc ça fait un peu moins mal, y compris les choses physiques qui font un petit peu moins mal. Et pour le coup, personnellement, moi je trouve que ça rend le quotidien plus drôle, parce qu'on peut jouer à se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait, au-delà de ce qu'on voit là maintenant. Et je trouve que ça rend le quotidien plus doux, en règle générale. Je peux vous donner un exemple concret. C'était mercredi, je crois, j'avais rendez-vous avec une thérapeute pour bosser. L'heure du rendez-vous, donc c'était par Zoom, c'était par Internet, l'heure du rendez-vous passe. Je me dis, merde, on a zappé quoi. Bon, j'envoie un petit texto, pas de réponse, et genre une demi-heure après l'heure du rendez-vous, voilà, elle envoie un message. Elle était évidemment complètement désolée, et c'est exactement ce qui s'était passé, c'est-à-dire elle avait zappé le rendez-vous. Bon, j'étais carrément saoulée, hein, je vais pas vous le cacher. Et si vous voulez, voilà, la première étape, ça a été d'accueillir ça, de se dire, ok, c'est quand même très inconfortable de se dire quelqu'un vous a zappé. Genre, j'existe pas, quoi. Genre, donc t'as la petite fille de 4 ans qui est là, pourquoi elle m'a oublié, elle m'aime pas, voilà. Ok, ça tu l'accueilles. Et elle, de son côté, en fait, comme on est à ces niveaux-là de réflexion, on a à la fois vécu le truc de manière très inconfortable chacune de notre côté, mais on s'en est parlé, en fait. Et donc, elle me dit que de son côté, c'est la petite fille qui se fait engueuler par la maîtresse parce qu'elle n'a pas fait ses devoirs correctement. Et à partir du moment où on s'autorise à avoir cette vision-là de ce qui nous arrive et de pas juste se dire quelle connasse, elle m'a oublié et l'autre, elle m'engueule, même si j'ai mis l'effort, en dessous j'étais saoulée, hein, donc ça se sent. Hein. Et ben en fait, le truc, il s'est dégonflé hyper vite. Et on a fini la conversation, parce qu'on était sur Messenger et puis c'est relou, et puis elle a fini par m'appeler, et donc on se raconte tout ça. Et à la fin de la conversation, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça vient nous raconter en fait? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Et en fait, je pense qu'on va se voir pour un déj la semaine prochaine et on va essayer de se faire un espèce de reporting de tiens, est-ce qu'il y a des choses qui me sont arrivées dans le même sens? Donc moi, sur l'idée d'avoir l'impression de, je sais pas, disparaître aux yeux de quelqu'un, qu'est-ce que ça vient me raconter? Et elle, sur la rigidité, c'était un truc sur la rigidité du cadre. Elle vient d'un truc très très rigide, donc elle est un petit peu à l'extrême inverse, je pense. Et donc voilà, ça vient peut-être lui raconter ça. Mais voilà, pour vous donner un exemple concret. Déjà, est-ce que là, vous avez des questions, des réflexions, des trucs à dire? Oh là là, ne faites pas parler pour ma mère. Je peux, hein. Bon, j'ai quand même amené mon grimoire. Parce que j'ai noté des trucs au cas où. Ouais, il y a une autre manière dont ça s'illustre pour moi au quotidien dans le boulot. Donc je fais principalement des coachings individuels. Et le fait de se dire que les rencontres avec les clients ou les clientes, c'est pas des hasards.
On s'est mis d'accord à l'étage au-dessus pour jouer à moi je suis le coach et toi t'es le client, et puis des fois c'est dans l'autre sens. Et ça me permet plusieurs choses. Ça me permet de me dire que j'ai toujours des trucs à apprendre de l'autre, déjà. Et ça me permet aussi d'instaurer une vraie relation d'adulte à adulte sur un niveau similaire. C'est pas moi qui sais tout et l'autre qui sait rien et qui doit apprendre. C'est effectivement moi qui ai des outils, l'autre qui a les réponses mais qui sait pas encore forcément comment y accéder. Et on va ensemble travailler à les chercher. Donc je pense que ça me permet aussi d'avoir cette vision-là de comment les choses se passent. Ça me permet de garder un rapport, autant que faire se peut, d'égal à égal, ou à tout le moins d'adulte à adulte, avec les gens que j'accompagne. Et je trouve que ça produit beaucoup plus de choses dans le travail, quoi. Voilà, c'est un autre exemple que j'avais donné. Et justement, là tu parles... C'est bon, pardon, ouais, excuse-moi, il y a eu une... je te prends après. Là, tu parles dans le domaine du travail, donc ouais. Les gens sont venus à toi et ils ont cette démarche d'avancer, mais quand on parle de cheminer spirituellement et d'être tout à la fois dans le quotidien, on se retrouve aussi parfois avec des connaissances de très longue date, des amis de longue date qui n'ont pas fait ce même chemin. Ouais. Tu parlais de se mettre à niveau aussi, est-ce que tu as des observations par rapport à ça, par rapport à ces liens d'amitié qui peuvent un peu évoluer parce qu'on parle de choses qui sont assez différentes sur nos chemins différents. Je te répondrai mieux si tu me poses ta vraie question. Ah bah c'est l'évolution. Tu te retrouves face à des gens qui n'ont pas forcément eu cette évolution-là. Qui n'ont pas encore, qui sont sur un chemin aussi, mais on sent, il y a aussi une progression, mais on n'en est pas au même niveau. Okay. Pas forcément. Ouais. Et c'est chiant. Au-dessus ou en dessous. Mais en fait, ce qui me fait peur, j'ai peur. Ça y est, on arrive. Voilà. C'est ok, c'est ok. D'accord, ok. Oui, ma peur, c'est de perdre ce lien à la fois d'amitié et puis à la fois moi avec le concret, quoi. Ok, donc il y a deux questions, elles sont les deux hyper intéressantes. Oui, c'est ça, c'est les deux questions. Ouais, alors... je pense que tout est possible sur les liens avec les anciennes relations. C'est-à-dire comment est-ce que je cultive mes anciennes relations quand moi je suis en train d'évoluer et si j'évolue soit vite, soit genre loin. Je pense que tout est possible en fait. Je pense que tu as des gens avec lesquels il sera vraiment possible de garder un lien qui seront pas forcément à fond dans le truc, mais à qui tu peux parler de ton évolution, qui vont pas forcément lire des trucs ou suivre ça comme ça, mais qui seront parfaitement aptes à le recevoir, à le comprendre et à être attaché à ça aussi de toi, sans forcément eux faire un chemin. Et il y en a, vous allez perdre. Oui. Ça, c'est un peu le jeu. Hein. Mais de toute façon, c'est ça, hein, les relations, ça se noue, ça se dénoue. Ouais. Et il y a des moments où vous allez... Moi, bon, évidemment, ta question n'est pas un hasard. Moi, j'ai passé un été où je continue à affiner ce qui me plaît et qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Et en fait, cet été, c'était sur les modalités de communication. En fait, j'ai encore un peu de mal à comprendre, enfin, je le comprends là, mais ça ne descend pas, c'est en travail. Hein. Comment on peut aimer beaucoup quelqu'un, je parle tout confondu, famille, amitié, amourette, plan-cul, on s'en fout. Comment tu peux apprécier quelqu'un beaucoup et ne pas communiquer avec? Moi, c'est collé chez moi. Si je t'apprécie, je vais te parler. Je vais te demander des nouvelles, je vais t'envoyer des textos, je vais avoir envie de faire des trucs avec toi, je vais te le dire en fait. Non seulement je vais te proposer des trucs, mais je vais te dire, je me réjouis de te voir. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Donc quand je suis en relation avec des gens qui sont à l'extrême opposé, où il n'y a aucune communication, je suis vertrice déjà, parce que j'aime ça. Et donc en fait, je pense qu'il y a aussi, soit les choses se délitent par elles-mêmes, soit il est possible de se dire, tiens, est-ce que je vais pas arrêter d'essayer d'être en lien avec cette personne, parce qu'en fait, ça dit rien de la valeur que je lui porte, ou de l'affection que je lui porte, mais en fait, ça me nourrit pas vraiment. Dans mon moi profond, non, ça le fait pas, en fait, j'ai besoin d'autre chose. Donc voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis quand ça marche pas, ça fait mal. Et puis après, ça passe. Ce qui est cool, c'est de se dire, chacun est à sa place, en fait. Les personnes auxquelles je pense... je suis arrivée à arrêter de me dire, c'est des cons. Et non, il pourrait faire comme ça, c'est sens unique, avec l'ego, tu sais, genre qui est là, genre... Bon, tu vois, ça t'est là, genre, non, en fait, les gens, ils font comme ils peuvent, déjà, parce qu'en fait, si tu communiques pas, c'est qu'il y a des trucs derrière, hein. Moi, je soupçonne... pour une personne, je soupçonne qu'il y a une peur telle du rejet,
que c'est impossible pour cette personne de proposer un truc. Parce que l'idée que ce soit non est intolérable. C'est une hypothèse. Et pareil, je m'en fous, je fais ce que je veux avec ma tête, je crée mes croyances, je crée ce que j'ai envie de croire qui est doux pour moi. Et donc j'ai choisi de croire qu'en fait, ils sont dans leur truc, que je peux aussi choisir de prendre un café et d'avoir cette conversation. Ou pas. Ou j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou j'ai pas envie. Voilà. Donc sur la question des relations, je pense que tout est possible. Ouais. C'est vrai que la notion d'évolution là-dessus, elle peut être très très inconfortable quand il y a des trucs qui marchent plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut ne pas marcher pendant un temps, en tout cas ne plus marcher, et ça peut revenir. Alors, dans l'évolution spirituelle, on va pas se leurrer, hein, la plupart du temps, c'est parce qu'on a mal, hein, qu'on se pose des questions, et qu'on cherche des réponses, et qu'on se tourne vers la... Pas tout le monde, mais bon, ça reste quand même beaucoup ça. Donc c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a des chances que les gens ils aient mal à un moment donné. Bon, bah ouais. Donc c'est pas impossible que quelqu'un avec qui les liens soient distendus un temps parce qu'on n'arrive pas trop à se parler, et qu'après, les gens, ça refonctionne en fait, ça rematch. Hein. C'est possible. Je finis, pardon, je t'en prie, il y a la demoiselle derrière. La deuxième partie de la question, il me semble que c'était rapport au fait d'être collé au plafond. Oui. Ouais. C'est un problème pour toi ou pas? C'est une peur que j'ai, je crois pas l'avoir touché, mais j'ai peur de ça. T'as peur d'aller te coller au plafond? La possibilité de... Bah, alors, vous voyez ce que je veux dire quand je dis coller au plafond ou pas? Perché, mais perché, ouais, perché qui veut pas trop redescendre, quoi. On est à un niveau où... ouais. Je sais pas, perché, j'ai l'impression que je suis là et que je peux redescendre, tu vois. Coller au plafond, c'est comme un mode ballon d'hélium où t'es là genre... Donc moi je dis ça pour les gens qui effectivement sont entrés dans des phases de spiritualité ou d'éveil, espèce de gros mot quoi, d'éveil, de réalisation, et qui sont genre vraiment collés à ça, et qui sont plus en lien, en tout cas beaucoup moins en lien avec la réalité. Alors déjà on a le droit d'y aller faire un tour, parce que c'est pas des... Moi j'y suis, mais quand j'y vais moi c'est... max c'est 2-3 jours quoi. Alors c'est des espèces d'états de grâce où je suis là flottante. Ça dure 3 jours. Est-ce que j'aimerais que ça dure plus longtemps? Je crois oui quand même, c'est hyper agréable. Après, c'est pas, moi je trouve que c'est pas hyper compliqué si ça arrive de rester quand même au... Tu fais un petit coup ta compta, où t'es genre... tu regardes tes comptes bancaires. Non mais tu passes aspirateur, tu regardes tes comptes bancaires, c'est bon, tu vois. Tu peux faire des allers-retours, il y a des trucs qui vont te faire redescendre direct. Tu vas prendre le métro en heure de pointe, tu vas... Voilà. Et puis en fait, finalement, ce serait quoi le problème derrière si t'étais un peu... Ouais, non, c'est vrai. Après, t'as des... Le regard des autres, encore une fois. Ah ouais, oui, là, ça va se voir, hein. Oui. Les gens vraiment perchés collés au plafond, ça se voit. Tant pis, t'en trouveras d'autres, tu seras pas seul, hein. T'auras des copains. De toute façon, ici, à Bissu, il y a quand même 2-3 du matos, ça va bien se passer. Soit c'est chiant. En fait, là où ça peut être chiant, c'est quand les gens, ils n'arrivent plus à faire. Ils n'arrivent plus à être dans la matière, et donc ils n'arrivent plus à faire des trucs. Donc ils ont des projets. Et genre... Mais en fait, au bout d'un moment, si ça devient chiant, ils vont finir par redescendre. Ça sera plus ou moins agréable. Puis tu peux trouver des gens qui t'aident un peu à tirer le fil du ballon pour te... Tu vois. Donc moi je dis, voilà, si t'as envie d'aller faire un tour, vas-y, le regard des autres. Voilà. Ça te va? Oui. Super. Avec plaisir. Moi j'ai pas trop expérimenté la spiritualité dans ma famille. La religion et la spiritualité, c'est extrêmement tabou. Et en fait, tout confondu? Tout confondu. Ok. Les deux. Ok. Et en fait, là où je me posais vraiment la question, est-ce que la spiritualité, c'est pas aussi apprendre à gommer un peu son ego pour justement rentrer dans... Parce que concrètement, si on est face à un événement qui peut être comme ça de prime abord négatif... Excuse-moi, je vais t'interrompre une seconde, mais quand vous posez des questions, si vos questions vous concernent, vous, dites « je ». Parce qu'en fait, comme ça, votre inconscient sera au courant que vous parlez d'où, donc la réponse que je vous donnerai, elle va être mieux enregistrée. D'accord. Bon, alors j'ai un ego surdimensionné, je le sais. Alors, vous avez vu le regard des autres, comme c'est cool en fait quand t'assumes ton truc? J'ai une arrogance dingue. Alors, je suis dans une quête de perfection, mais aussi de remise en question permanente. C'est extrêmement douloureux. Ouais, et voilà, donc se poser la question, parce qu'on peut avoir un ego surdimensionné et du coup ne rien accepter, ou alors carrément se mettre tous les problèmes de la Terre sur soi, tout bien de soi. Et justement, comment la spiritualité, quel chemin emprunter peut-être pour
soi-même vivre un ego moins envahissant et aussi générer aussi des relations autour de soi où quand on essaie de discuter avec les gens, ils soient peut-être moins, comment dire, vexés. Non mais en fait, si tu essaies de leur apprendre la vie, ils vont t'envoyer bouler. Hein. Donc c'est un risque que tu prends. Tu as le droit de le prendre. Mais si c'est en mode je pense que je sais mieux que toi ce que tu fais, que c'est ta famille, bah, tu vois, direct. Moi, ici, je peux le faire un peu. Si j'avais envie de le faire, ça passerait à peu près. Parce qu'on a un espèce de contrat, on dit, c'est que je suis là pour vous raconter des trucs. A priori, vous pensez que je suis quelqu'un de relativement de confiance, puisqu'il y a un cadre et tout ça. Donc là, tu peux. Quand c'est enfin, la famille, c'est le pire. Tu prends n'importe qui est en mode zen de dingue depuis des années, tu le fous 3 semaines chez ses parents. Ça marche pas, quoi. Tu vois. Donc, tu vois ce que tu as envie de transmettre aux gens. En fait, je trouve que dans ces cas-là, le plus efficace, c'est de parler de soi. Sincèrement. C'est-à-dire que si vous avez envie de partager les découvertes que vous avez faites dans la spiritualité, dans votre évolution, dans le développement personnel, dans le bien-être avec les gens qui vous entourent, le mieux, c'est d'en être l'image. C'est de laisser les autres voir ce que ça vous a fait. Ça marche vachement mieux que de leur dire, parce que s'ils sont pas ouverts, ça va passer là. Alors que de le voir, ils vont se dire, tiens, c'est marrant, il ou elle, il y a un truc à bouger. Il y a une énergie un peu différente, elle sourit vachement en ce moment, il sourit vachement en ce moment. Elle a perdu du poids, oui, ben voilà, ça marche mieux que de dire aux gens, même si l'intention derrière, elle n'est pas que égoïque. En vrai, ton intention derrière, c'est qu'ils aillent mieux, puis qu'ils soient moins cons. Ce qui en soi est tout à fait louable. Hein. Mais la manière de le faire en disant, avec le message derrière de je sais mieux que toi, tu devrais faire ça, il y a des grandes chances que tu te prennes des taquets. Voilà. Il y avait un autre truc aussi dans ce que tu as dit. Ouais, alors déjà tu peux lire Une nouvelle terre d'Eckhart Tolle, parce qu'il parle beaucoup de l'ego. Alors il n'a pas la même notion. En France, on a une notion d'ego qui est particulière rapport à l'héritage de la psychiatrie.